l'histoire, les eaux captives, que ce soit celle de l'habitude ou celle du despotisme, ne tolèrent pas la vie. La vie dépend de l'agitation que créent quelques individus excentriques. En hommage à cette vie, à cette vitalité, la communauté doit accepter certains risques et doit admettre une part d'hérésie. Elle doit vivre dangereusement si elle veut vraiment vivre. L'anarchisme, c'est la liberté. C'est la porte ouverte sur l'infini, de la liberté et du bien-être de l'humanité. J'ai été réveillé par les sirènes des usines. C'était comme si tout Barcelone battait d'un même cœur. Une chose qui arrive peut-être une fois en un siècle. Et je peux dire que ça a marqué ma vie. Et je vis toujours avec cette émotion. La vraie révolution a commencé le 19 juillet. Le peuple s'y est lancé spontanément pour se défendre contre l'armée. Et c'est la seule et unique fois où le peuple a eu raison de l'armée, l'a vaincu. Nous avons réussi. Ce fut le fantastique cri de García Oliver, le 20. Nous avons réussi ce qui n'avait jamais réussi. Ce fut un moment d'intense émotion. Je pensais que nous n'avions pas fait la révolution sociale qu'en Espagne. Je croyais que nous avions triomphé dans le monde entier. C'était spontané. Le peuple s'est retrouvé maître de son destin. Il a exercé sa force et a réalisé les espoirs dont pendant des années il avait toujours rêvé. C'est une sacrée opportunité. Il faut l'accepter et aller jusqu'au bout. Un point, c'est tout. La libertad y el universo, mi Dios, mi patria es la libertad, mi bandera la razón, mi camino la verdad, así es como pienso yo. Chaque année, les anarchistes qui ont fait la révolution en Espagne durant la guerre civile, entre 1936 et 1939, commémorent cet été qui transforma leur vie pour toujours. Espagne 36. On était plus jeunes que maintenant. Quand tu penses qu'un peuple sans histoire n'est pas un peuple, qu'il n'est rien, ça te fout par terre. Ils ont fait tout leur possible pour discréditer la révolution et pour l'effacer. Jusqu'à il y a peu, on ne voyait pas de livre qui parle réellement de la révolution. Je suis maçon. Et quand je dois construire une maison, je commence par les fondations. Comme pour les films, comme pour tous les actes de la vie, ils ont un commencement. Et c'est par le commencement, par les fondations, qu'il faut commencer. Il faut savoir pourquoi nous nous sommes battus contre le fascisme. Pourquoi nous avons vaincu le fascisme? Quelles étaient nos idées? Et pourquoi le peuple s'est identifié à elles? L'état de misère où vit une grande partie de la population espagnole en 1930 s'est à peine amélioré depuis les débuts de la révolution industrielle un siècle auparavant. L'analphabétisme et les profondes inégalités sociales se perpétuent sans que les autorités, l'Église ou la bourgeoisie n'y remédient. L'anarchisme apparaît comme une proposition du socialisme utopique pour lutter contre l'injustice sociale. Il se propage pendant 100 ans dans les classes les plus défavorisées du pays. Les idées de Kropotkin et de Bakounine s'enracinent profondément,
surtout en Andalousie et en Catalogne. En 1840 naît à Barcelone la première société ouvrière. 30 ans plus tard, l'Organisation des travailleurs espagnols est un exemple pour le reste de l'Europe. Après la scission de la Première Internationale, le pays voit triompher les idées anti-autoritaires de Bakounine face à celles que défend Marx. Tout doit être libre pour que ça marche. C'est la grande différence entre Marx et Bakounine. Marx était autoritaire et pas Bakounine. Dans le sud de l'Espagne, Fermín Salvochea est l'une des personnalités les plus influentes de l'anarchisme andalou. Ici, le peuple est confronté à une bourgeoisie de grands propriétaires de terres improductives. Ils étaient quelques caciques qui manipulaient la politique et exploitaient de grandes étendues de terre. Ils fournissaient aux travailleurs 2 ou 3 mois de travail. Le reste du temps, ceux-ci ne travaillaient pas. Ceux qui travaillaient, travaillaient très peu, ils vivaient très mal. À Xérès, 4000 paysans prennent la ville au cri de « Vive l'anarchie » et s'attaquent au commerce en quête de nourriture. Pour venir à bout des groupes anarchistes de plus en plus influents en Andalousie, le gouvernement invente la Mano Negra. On exécute et on incarcère les personnes soupçonnées d'appartenir à un groupe en réalité inexistant. L'un des accusés se nomme Sánchez Rosa, auteur de la grammaire, l'arithmétique et l'avocat de l'ouvrier, des livres qui donnent aux travailleurs les moyens de se défendre dans les luttes sociales. L'affrontement entre patrons et ouvriers dérive en attentats sanglants commis par des anarchistes qui agissent individuellement. Barcelone est connue en Europe comme la Rose de Feu et le fort de Montjuïc pour être le théâtre d'exécutions et une prison politique. De nombreux militants des sociétés ouvrières sont inculpés. On a donné une image de l'anarchisme toujours pistolet au poing. Non, monsieur, il a fallu employer le pistolet, mais l'anarchisme se basait surtout sur la prise de conscience des gens à travers un travail culturel pour créer un monde nouveau. Pour les anarchistes, c'est le peuple qui doit acquérir une conscience révolutionnaire. Il doit d'abord connaître la réalité pour pouvoir la changer. Le phénomène autodidacte s'explique ainsi. La soif de savoir, sans en avoir les moyens. C'est pourquoi il y a tant de revues et de journaux dans le mouvement libertaire espagnol. Tous les villages avaient une revue ou faisaient un journal ou un bulletin. C'est un prodige que presque personne ne s'explique. Soledad Gustavo et Federico Urales créent à la fin du 19e Tierra y Libertad et la Revista Blanca qui tirera jusqu'à 12 000 exemplaires. L'œuvre de Proudhon, divulguée par P.I. Margall, président de la Première République, introduit dans le pays le concept de fédéralisme, principe qu'adopteront à l'avenir les organisations anarchistes espagnoles. Anselmo Lorenzo, avec le prolétariat militant, propose des idées révolutionnaires pour l'émancipation de la classe laborieuse dans une future société basée sur la liberté, la solidarité et l'absence de tout autoritarisme. L'anarchisme n'est pas une théorie, ce n'est pas qu'une philosophie, ce n'est pas seulement un programme de vie, mais une façon de vivre. Une façon de vivre. Par le biais des sociétés ouvrières, les anarchistes créent des écoles gratuites qui pallient le manque d'enseignement public pour tous. En 1902, Francisco Ferrer Guardia fonde l'école moderne qui s'inspire du rationalisme. Il base son enseignement sur le respect physique, intellectuel et moral de l'enfant. Ferrer Guardia réagit contre l'obscurantisme de l'enseignement des prêtres et des religieuses.
Cartésien et libertaire, il a voulu faire de son école la forge d'un enseignement dirigé notamment sur la raison et la logique. À partir de là, il déboulonnait le capitalisme, toute la politique et tout le pouvoir. Ils n'ont eu de cesse de tuer Francisco Ferrer en l'accusant d'actes qu'il n'avait même pas commis. Le fait dont ils l'ont accusé, et au nom duquel ils l'ont fusillé, était l'insurrection en 1909 à Barcelone des soldats qui ne voulaient pas s'embarquer pour l'Afrique. Ils ont été tués, assassinés pour le caprice de quelques militaires et du roi. Ferrer n'y était même pas. Il n'y a pas participé. Fruit de solidarité ouvrière, la CNT, la Confédération nationale du travail, naît en 1910 à Barcelone. Elle a pour objectif de réunir le prolétariat espagnol en une seule organisation anarcho-syndicaliste ouverte à toute la classe ouvrière. Opposée aux partis politiques, ses instruments de lutte sont la grève, le sabotage et le boycott. En 2 décennies, la CNT devient l'organisation ouvrière la plus importante du pays et le mouvement syndicaliste le plus actif et le plus efficace de l'Europe moderne. La CNT est la tentative des ouvriers de s'organiser pour arriver économiquement et socialement à une société meilleure, avec, à brève échéance, l'autogestion, c'est-à-dire la capacité ouvrière d'assumer toutes les fonctions que l'État détient à présent, c'est-à-dire se substituer à l'État. La Première Guerre mondiale provoque en Espagne un enrichissement de la bourgeoisie qui ne génère pas d'amélioration pour la classe ouvrière. Les tensions augmentent et en écho à la révolution russe, les ouvriers espagnols organisent de nombreuses grèves pour obtenir enfin la journée de 8 heures. Dans une fonderie, on a renvoyé 4 ouvriers parce qu'ils demandaient les 8 heures. Ils ne voulaient pas les donner et tous les patrons ont fermé les usines. Ils ont tout fermé. À Ripoll, il a fallu faire à manger, faire la soupe sur la place de la mairie pour nourrir la population. Ça a duré 9 semaines. En 1919, la CNT compte déjà plus de 700 000 adhérents. Les conflits sociaux se durcissent et provoquent chez les jeunes des réactions extrémistes et l'apparition de groupes comme Solidarios. Compagnon de Durruti et Ascaso, García Oliver, alors ministre de la République, évoque en 1937 les années de lutte au cours desquelles tombèrent de nombreux militants anarchistes comme Salvador Seguí, El Noy del Sucre, le fils du sucre. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. En 1923, avec la dictature de Primo de Rivera, la CNT est déclarée illégale et de nombreux anarchistes s'exilent, comme Ascaso et Durruti, qui poursuivent leur œuvre révolutionnaire en Amérique. Haciendo carrera por atajo y vereda muy estrecha para mí. Y decía mi vecino que llevaba mal camino, apartado del redil. En 1927, la FAI, la Fédération anarchiste ibérique, naît sur une plage de Valence. Elle a la prétention de garder pures les idées anarchistes à l'intérieur de la CNT par l'entremise de petits groupes de personnes proches d'idées et de caractère.
Pour appartenir à la faille, par exemple, sans que ce soit parole écrite, il ne fallait pas avoir fait son service militaire. Il ne fallait pas être marié à l'église. Amener ses enfants à l'école rationaliste, celui qui pouvait, car c'était payant. Ne pas avoir du vice connu. Tout ça, c'était indispensable. Il y avait une sélection naturelle qui en faisait une organisation très forte, mais sans sectarisme, par choix moral. Mon père fut pendant un temps secrétaire de la faille. Il a toujours eu des charges. C'était un homme d'action très radical. Ma mère aussi. Il avait beaucoup d'influence. Ils étaient très humains et très cultivés, tant mon père que ma mère. Et ils se sont toujours entourés de gens plus ou moins comme eux. L'homme anarchiste devait mener une vie digne, être un exemple. Pendant la dictature, les anarchistes poursuivent leurs activités dans la clandestinité. C'est aussi l'époque des grandes émigrations en quête de meilleures conditions de vie. Mon père a décidé de partir à Barcelone à cause de la crise du travail à la compagnie Peñarroya. Mais nous sommes restés là à attendre qu'il gagne quelques sous pour qu'on puisse nous aussi s'acheter les billets. Il lui a fallu 1 an pour avoir cet argent. Il a rencontré un compatriote qui lui a dit « Écoute, tu peux venir travailler au métro. Et pour vivre, j'ai une baraque, Calle Valencia, entre Rocafort et Entenza. » Et dans cette baraque, nous avons habité à 10. Le camarade et ses proches, 5 personnes, et nous qui étions 5. 10 personnes dans quelques mètres carrés. Mon père appartenait déjà à la CNT. Au métro, ils l'ont appelé pour lui dire qu'il était à la rue parce qu'un ouvrier avait commis une faute professionnelle. Et cet ouvrier était de Murcia. Alors, ils ont renvoyé 80 personnes originaires de Murcia. Mais le fait est qu'ils répondaient à une action purement organique de la CNT. Et c'est pour ça qu'ils ont été renvoyés. On savait qu'il existait un monde qui n'était pas le nôtre, un monde qui arrêtait nos parents, qui nous laissait sans travail. C'était le monde capitaliste, de la bourgeoisie, et nous en étions les victimes. Mais nous étions élevés dans l'enthousiasme et nous espérions que cela viendrait, que la société serait d'une certaine manière plus juste et plus égalitaire. J'ai pris goût à la lecture. Alors, quand je rentrais à la baraque, en hiver surtout, je m'arrêtais sous les becs de gaz pour lire un peu, une page, devant les vitrines où il y avait de la lumière. Et après, je partais en courant pour aller lire une autre page. Jusqu'à l'arrivée de la République, j'étais chapelier. Je marchais dans les rues de Barcelone en criant « La République vaincra, la République vaincra ». J'ai fait tout ça, moi. Le 14 avril 1931, la Deuxième République est instaurée démocratiquement en Espagne et le roi Alphonse XIII part en exil. C'était la fête dans les rues de Barcelone. Une fête débordante que j'ai vécue. Tout ce monde, les rues pleines de gens. Comment, sans préparer cette fête, il a pu se produire un tel phénomène, c'est une chose incroyable. Toutes les rues étaient pleines de gens, sans une once de haine, qui criaient « Vive la République, vive la liberté, vive le peuple ». À partir de là, ce bain, ce plongeon dans la liberté que fut l'avènement de la République, a stimulé tous les ressorts de la personnalité. Jamais il n'y a eu de jeunesse aussi avide de savoir que celle que nous avons vécue de 31 à 36. Cette avidité que nous avions contenue s'est mise à déborder. Nous cherchions des endroits où nous pourrions aller. On nous a dit qu'un Athénée, un cercle culturel, s'était formé. Il y avait du théâtre, il y avait une section d'espéranto, une de culture générale, une pour les excursions, et tous les soirs nous avions un travail déterminé. Nous n'avions pas le temps de tout faire.